C'est l'heure du sonneur. Alors, on va recevoir Dominique Rougeot, qui est producteur de pivoine et qui s'oppose à l'autoroute. On va savoir pourquoi tout à l'heure. On va recevoir Bernard Dingrando, qui est le châtelain du château de Scopon dans le Tarn, qu'on a déjà reçu. On va savoir également pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour ce dossier, mais vous vous en souvenez sûrement, son château a été menacé par le tracé de cette autoroute. Et on va recevoir également Pascal Pointu qui est un chroniqueur de Tocsin, qui est ancien policier et ancien vice-président du mouvement pour la ruralité, qui va nous aider à décrypter un petit peu l'actualité. Alors, l'autoroute A69, c'est une autoroute en projet depuis 30 ans qui relierait donc la sortie de l'A68 proche de Toulouse à Castres par une 2x2 voies entre Castres et Verfeil sur une longueur de 53 km. Voilà, donc ça permettrait de désenclaver le Tarn en désengorgeant surtout la nationale qui relie actuellement les deux villes et permettrait de faire gagner une dizaine de minutes entre ces deux villes. Mais ce projet, c'est un peu l'autoroute de la discorde, il est régulièrement à la une de l'actualité. Les opposants sont vent debout contre ce projet qu'ils jugent inutile. On reproche un tracé arbitraire, une utilité moindre, les manifestations se radicalisent, on a une ZAD qui s'implante sur le tracé, des grèves de la faim. Dernièrement, là, il y a quelques temps, on vient d'apprendre que le président du département de la Haute-Garonne appelle l'État à écouter les scientifiques réticents à l'A69, alors que c'est un dossier qui est en route en route, on peut le dire, depuis 30 ans. C'est vrai qu'on peut se demander comme cela l'utilité immédiate. Pascal Pointu, est-ce que vous pouvez en quelques mots bien nous résumer les enjeux pour qu'on soit sûr de bien pouvoir les cerner? Oui, bonjour Roxane. Bonjour Pascal Pointu. Je suis auvergnat, donc je ne suis pas forcément impacté par ce tracé-là, mais je dois dire, comme vous l'avez relaté, ce projet remonte à 30 ans. Il a reçu tous les avis favorables de tous les élus de tous bords politiques, hormis, bien entendu, comme à chaque fois, l'extrême gauche, la NUPES. Donc, nous avons un département, le Tarn, qui est très enclavé, avec des soucis quand même pour pouvoir se développer. Vous avez la ZAC du COS, par exemple, qui rejoint le bassin d'emploi de Mazamet et de Castres, qui est fort de 100 000 habitants, avec des industries qui sont déjà implantées et qui cherchent aussi d'autres industries à s'implanter avec la chimie fine, le numérique, la santé. Nous avons un grand hôpital sur ce secteur-là et il est évident que pour pouvoir diversifier son activité, pour pouvoir faire venir des investisseurs, il faut développer les moyens de mobilité. Et le bassin de Castres-Mazamet est enclavé. Cette autoroute, même si elle n'est pas parfaite partout, mais ce qu'il faut voir déjà, c'est que c'est une facilité pour les Castrés, pour les Tarnais, de pouvoir relier Toulouse et de pouvoir aussi offrir à des investisseurs éventuels sur une ZAC du COS qui se développe et sur un bassin d'emploi qui ne demande que cela, qu'à se développer. Donc, moi, malheureusement, ce que je constate, c'est qu'à chaque projet depuis quelques années, depuis 2016, nous avons eu Notre-Dame-des-Landes, nous avons eu une ZAD, nous avons eu Sivens, nous avons eu Sainte-Soline, nous avons eu tout dernièrement avec Nicolas, j'ai évoqué Saint-Jean-de-Colombier et le projet de l'Église. Donc nous avons toujours les mêmes extrémistes qui prônent une écologie radicale, qui ne prônent pas une écologie pensée, qui prônent une écologie radicale, en usant de violence, en usant de stratagèmes totalement anti-républicains, et systématiquement, nous avons comme moyen d'expression une ZAD. Alors nous avions eu un jeune qui était monté dans un arbre et qui nous avait fait sa grève de la faim et de la soif. J'ai remarqué très rapidement que samedi, il s'était très vite remis de ses grèves puisqu'il était en train de taper sur des flics. Voilà. Donc ce mode d'expression, en quelque sorte, ça commence sérieusement à m'agacer, surtout que Madame Carole Delga, qui est la présidente d'Occitanie, est allée
à nombreuses reprises, et pourtant c'est pas mon bord, hein, c'est pas mon bord politique. La présidente socialiste de la région est allée voir les opposants, a essayé de discuter, et il n'y a pas de discussion possible puisqu'à chaque fois on se heurte à un mur. Il n'y a pas de négociation, c'est toujours le retrait sans condition. Donc, derrière tout cela, il y a quand même une activité économique. Il y a des gens qui attendent pour pouvoir travailler et pouvoir développer leur entreprise. Je veux bien entendre certains griefs. Je comprends bien que le châtelain soit pénalisé. Et ça, je pense qu'on aurait peut-être pu y regarder en deux fois. Mais le producteur pivoine, également, je pense que ça a un impact. Alors justement, merci beaucoup Pascal Pointu. On va revenir avec vous tout de suite après. D'abord, vous nous parlez là d'activité économique. Vous nous parlez effectivement des différents extrémistes qui peuvent s'opposer à ce projet et y réagir de manière d'une manière qu'on peut dénoncer. On va revenir là-dessus. Juste pour le moment, concernant notre activité économique justement. Et on a quelqu'un avec nous qui n'est pas extrémiste, qui est Dominique Rougeau, qui est un producteur de pivoine, qui exploite le domaine de basialgue, de basialgue à côté de Verfeuille justement. Et alors le concessionnaire du projet d'autoroute a choisi un tracé qui coupe en deux son exploitation. Alors on va écouter ce monsieur. Dominique Rougeau, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous arrive? Il arrive que cette autoroute est une épée de Damoclès sur mon entreprise depuis 25 ans maintenant. J'ai regardé mes archives. Et alors là, ils sont en phase de travaux avant chez moi et après chez moi. Et moi, je suis encore en phase de négociation avec eux. Cette autoroute partage mon entreprise, mon exploitation en deux morceaux, avec des ouvrages hydrauliques d'irrigation qui vont devenir inopérants parce qu'ils partagent des rampes circulaires d'irrigation. L'ouvrage est à 80 mètres de ma résidence et au ras de mes bâtiments d'exploitation. Et sur cette entreprise agricole, j'ai développé depuis 7 ans maintenant une activité horticole de fleurs coupées, de pivoine en fleurs coupées. Et le champ de pivoine est partagé en deux. Et l'atelier de conditionnement est impacté par l'ouvrage également. Oui, alors vous m'expliquiez que ça provoquait une moins-value en fait significative à votre activité et que ça menaçait même directement votre activité. Ah, ça menace complètement mon activité. Il va me falloir la déménager ailleurs, quelque part sur mon domaine. Et la majorité des terres qu'il me reste est en zone inondable de la petite rivière qui est en contrebas qui s'appelle le Giroux. Donc, je ne peux pas développer d'activité horticole dans cette zone-là. Donc, il me faudra aller beaucoup plus loin. Et puis le problème supplémentaire, vous m'expliquez, c'est que vous êtes dans votre région, vous êtes l'un des seuls à exercer l'activité que vous avez. Ah, cette plante, cette fleur-là, qui est une plantation pérenne, je dois préciser, j'ai installé ça pour une durée d'exploitation de 30 ans. Je suis le seul en Occitanie à le faire dans cette dimension-là. Et j'ai maintenant en portefeuille une centaine de fleuristes, d'artisans fleuristes qui comptent sur mon produit pendant le mois de mai. Et alors, est-ce que vous avez essayé de porter un petit peu cette voix, de faire entendre raison, peut-être à des hommes politiques ou aux concessionnaires? Est-ce que vous avez des leviers d'action finalement? Alors, j'ai répondu par des mémoires en 25-30 pages à chaque enquête publique qui m'a été donnée de participer. J'en ai parlé donc à Jean Terlier, le député du Tarn, qui est mon voisin limitrophe, et par voie de presse à l'ensemble du personnel politique. Mais l'agriculture, vous savez, dans notre région, l'agriculture pour les urbains quantité négligeable. Et surtout, les stratèges qui développent ces ouvrages d'infrastructure oublient que dans les campagnes, il y a des entreprises, des entreprises pourvoyeuses d'emplois. Exactement. Et d'ailleurs, ça peut faire partie d'une stratégie économique en milieu rural de valoriser un petit peu ces productions.
Pascal Pointu, j'avais essayé on a essayé d'évoquer des questions, justement. On évoquait dans la balance, effectivement, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect écologique. Comment est-ce qu'on pourrait répondre à Dominique Rougeot? Qu'est-ce qu'on pourrait, enfin, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Triste de voir un agriculteur, puisque je défends le monde agricole depuis des années, toujours triste de voir un agriculteur perdre des terres pour un projet autoroutier ou pour d'autres projets. Ce que j'aurais voulu savoir, est-ce que le concessionnaire lui a proposé des terres en compensation pour le dommage qu'il subit, puisque c'est un dommage, hein, sachant que son activité de P1, si j'ai bien compris, vient de démarrer et qu'elle vient en complément d'une exploitation agricole. Donc, est-ce qu'il y a eu des compensations de proposer? Est-ce qu'il y a eu, je suppose bien entendu qu'il doit y avoir des indemnisations? Reste à savoir si c'est possible, si tout ceci est quantifiable, et de voir également si cet agriculteur a pu faire valoir ses droits auprès du concessionnaire. Je suppose que la Chambre d'agriculture peut l'aider, qu'il y a une synergie autour de ces projets-là, ça ne sera pas le seul agriculteur, malheureusement, à perdre des terres, mais ce qu'il faut, il faut que ça soit un échange gagnant-gagnant. C'est-à-dire, quand on veut développer une zone industrielle comme le bassin d'emploi de Mazamet-Castres, il ne faut pas non plus que ceux qui se retrouvent en amont ou en aval du projet soient pénalisés systématiquement. Il faut qu'il y ait des compensations, il faut qu'il y ait, parce que malheureusement, quand on regarde sur une carte de France, on est un peu dans permettez-moi l'expression, mais dans le trou du cul du monde. Le Tarn n'a pas beaucoup d'existence d'autoroute. Il y a un nœud autoroutier avec Clermont-Lérault qui serait peut-être utile de rejoindre par le futur, parce que nous avons une augmentation du trafic de camions venant d'Espagne et du Portugal notamment, et qui, avec cette autoroute-là, pourrait certainement, parce qu'il faut bien aussi préciser qu'il y a une départementale qui est en parallèle à ce projet-là. Et effectivement, comme vous l'avez dit, sur ces 50 et des poussières de kilomètres de trajet autoroutier, le gain de temps est minime. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est peut-être aussi de délester une départementale de ces poids lourds, afin que ceux qui vont sur Toulouse en venant de Castres-Mazamet puissent soit utiliser la départementale en toute sécurité en ayant moins de trafic poids lourds, et les poids lourds les mettre sur l'autoroute et les obliger à prendre l'autoroute afin que les Tarnais puissent faire. Hier, j'ai écouté à l'Assemblée nationale notre agriculteur parler de Jean Terlier. J'ai écouté le député Renaissance Terlier hier à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement, et je pense que lui, comme beaucoup d'autres responsables politiques, sont pour cette autoroute, mais il faut, quand il y a un trajet, quand il y a un projet de cette ampleur-là, même si ça ne représente pas une autoroute à beaucoup de kilomètres, mais il faut qu'il y ait des compensations et il faut qu'il y ait au moins un échange avec le concessionnaire. Il est inadmissible que l'on puisse prendre des terres à un paysan sans qu'il ait une rétrocession d'un autre côté, financière ou agricole. Alors, merci beaucoup, Pascal Pointu. On va lui demander à Dominique Rougeot, mais bon, j'imagine que c'est pas forcément évident de pouvoir se déporter. Mais alors, avant de lui poser la question, on va aussi demander à Bernard Dingrando, qu'on a essayé d'avoir tout à l'heure, puisque il y en a qui, alors déjà, c'est pas forcément aussi évident, mais il y en a en tout cas qui, pour sûr, ne peuvent pas partir. C'est ceux qui ont un patrimoine situé à côté, comme Bernard Dingrando, par exemple, qui ne peut pas déplacer son château, on imagine. Bernard Dingrando. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. On vous entend. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous, votre château là de Scopon, qui est situé dans le Tarn, est également donc le territoire est également le long du tracé de cette autoroute. Voilà, en fait, excusez-moi. En fait, si vous voulez, il y a une loi
qui protège les bâtiments historiques. Et notamment, là, c'est le cas du pavillon néo-gothique romantique, qui d'ailleurs, dans l'étude, n'est même pas cité nulle part. C'est ce qui, en fait, nous surprend tous, parce qu'on est encore dans la recherche de cette histoire, de pourquoi ce pavillon romantique n'apparaît nulle part. C'est bizarre, c'est un fantôme, mais c'est lui qui est classé monument historique en totalité, et à l'unanimité des 40 membres sur 40 de la commission de classement depuis 1986. Alors, c'est quand même horrifiant. Comment cette étude a été faite, c'est beaucoup de points d'interrogation. Alors, voilà ce qui se passe. Le pavillon romantique n'ayant pas été pris en compte, on se retrouve l'autoroute à 180 mètres. Voilà, l'autoroute à 180 180 mètres, bon, ça fait vraiment devant les fenêtres, quoi. Mais logiquement, c'est 500 mètres le rayon à respecter. Donc franchement, on est tous très contrariés par cette histoire-là. Alors, alors vous étiez déjà venu chez Toxin. Excusez-moi, vous étiez déjà venu chez Toxin pour nous expliquer tout cela. Effectivement, là, c'est un vrai problème. On va revenir vers vous tout à l'heure. Vous allez nous expliquer quand même que, bon, la situation pourrait peut-être se débloquer. En tout cas, on a bon espoir. Mais d'abord, on va demander à Dominique Rougeau. Dominique Rougeau, alors, est-ce que vous avez qu'est-ce que vous pensez de ce que vous a dit Pascal Pointu? Est-ce qu'effectivement, il y a des indemnisations qui sont possibles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, un dédommagement? Est-ce que surtout, il est possible de transporter votre exploitation? Alors, l'erreur qui est faite dans l'espèce quand on parle d'incidence sur l'agriculture, c'est qu'il ne faut pas réduire l'agriculture à des hectares de terre. D'abord, là, une agriculteur, c'est une entreprise. Moi, dans mon cas, l'entreprise, puisqu'elle est détruite, il me faut la délocaliser. Se pose la question si je la délocalise à côté de chez moi, en France ou à l'étranger. Oui. Ensuite, parce que vous vous posez la question, vous pourriez partir à l'étranger, par exemple? Ah oui. C'est quelque chose que vous envisagez? C'est quelque chose que je peux parfaitement envisager. Et d'ailleurs, mon entreprise horticole prend une vitesse assez accélérée, puisque j'ai commencé à développer au Canada un autre atelier. Ah, d'accord. Alors ensuite, sur il s'agit d'indemniser une entreprise. Des hectares de terre, je peux en trouver ailleurs, mais je ne trouverai pas à côté de chez moi un champ de 50 hectares où je puisse mettre 2 rampes circulaires d'irrigation. Ensuite, sur l'aspect général de cette autoroute, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une autoroute. Une autoroute, c'est un axe structurant à l'échelle européenne pour relier de grandes métropoles. Là, il s'agit d'une bretelle Toulouse-Castres, point barre. Après Castres, on va nulle part. Donc, c'est encore symptomatique de la dérive et de la fracture sociétale que l'on vit dans notre pays. Il s'agit de favoriser les déplacements interurbains des résidents urbains au détriment des ruraux. Parce que les ruraux qui vivent en bordure de cette autoroute ne prendront jamais cette autoroute. Alors effectivement, ça c'est une impression qu'on peut avoir un petit peu. On se dit finalement, ça ne fait gagner que quelques minutes. Il y a déjà une départementale qui existe, mais on va écouter Pascal Pointu là-dessus, puisqu'il me semble que Pascal Pointu avait une théorie, parce que on en a discuté hier et lui-même me disait que vu comme ça, effectivement, ça paraît un petit peu futile. Mais Pascal Pointu avait une théorie. Alors bon, c'est hypothétique, mais ça expliquerait un petit peu justement l'utilité de ce projet d'autoroute, Pascal Pointu. Oui, alors pour contredire un peu notre agriculteur, gentiment, l'A69 est bien une autoroute puisqu'il y aura des péages, il y aura des bretelles de sortie, je crois au nombre de 4 ou 5, et c'est bien considéré comme une autoroute. Alors moi, je vais lui dire, quand il me dit que ça s'arrête à Castres et que ça ne va pas plus loin, pour le moment. Moi, je prends le cas de l'A75, que j'ai bien connu, que le président Valéry Giscard d'Estaing a créé dans les années 80, qui relie Clermont-Ferrand à Béziers. Et cette autoroute-là n'a pas été faite en une seule fois. Il a fallu plusieurs tronçons d'autoroute qui se sont ajoutés à l'autoroute principale afin de relier depuis 4-5 ans environ totalement l'A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers.
pour preuve, puisqu'il y a eu le viaduc de Millau qui a été construit par la suite. Et donc, moi, je pense que ce morceau de Castres qui s'arrête à Castres, comme dit monsieur, je pense que le projet final, c'est surtout de relier, à mon avis, Clermont-Lérault et de permettre de retomber sur le nœud autoroutier qui permettrait d'avoir l'A75, d'avoir l'A9, et de récupérer ensuite l'A7. Donc tout le nœud autoroutier sud-est, en quelque sorte, et qui permettrait, à mon avis, de faire gagner du temps pour les transporteurs routiers qui viennent de l'Espagne, comme je disais, et du Portugal, puisqu'on a constaté qu'il y avait une nette amélioration, enfin une nette progression du trafic autoroutier. Et donc, il faut pour ces gens-là, pour que ça circule correctement et rapidement, il faut offrir des bretelles d'autoroute, enfin des axes autoroutiers. Et je pense que Castres est une étape. Et la prochaine étape, ça sera de relier Castres à Clermont-Lérault, je pense, puisqu'on voit bien que sur la carte de France, c'est un désert à ce niveau-là, et on se retrouve à peu près aux mêmes latitudes. Donc, si nous avons une autoroute qui se termine ensuite à Clermont-Lérault et qui permet de relier du Massif central jusqu'à l'Italie et en translation par rapport à l'Espagne et Toulouse, parce que jusqu'à présent, les transporteurs sont obligés de prendre par Pau, de redescendre ensuite sur leur propre pas pour reprendre la 9 et pour remonter le long de la Méditerranée. Donc, si nous pouvions avoir cet axe-là qui serait, à mon avis, d'une grande intelligence pour pouvoir réunir plusieurs régions qui ne le sont pas à l'heure actuelle et de pouvoir offrir à ces départements-là un désenclavement. Le Tarn, il faut le reconnaître, le Tarn est enclavé. Je veux bien, moi je défends la ruralité. Je comprends bien qu'une autoroute c'est fait pour un bassin d'urbain pour rejoindre un centre urbain, ça c'est un fait. Mais il y a aussi des retombées économiques qui peuvent avoir, puisqu'on a vu qu'à chaque tracé autoroutier, lorsqu'il y a des sorties d'autoroute, ça libère des zones artisanales et des zones commerciales, et on peut se retrouver avec des emplois en plus. Donc, effectivement, ça lèse. Bien entendu, j'entends tout le monde qui dit qu'ils sont lésés. C'est un fait. Moi, je ne le subis pas. Je ne voudrais pas être à la place de notre agriculteur ou de notre châtelain parce que c'est difficile à vivre. Surtout que pour le châtelain, par exemple, je ne comprends pas que les services de l'État n'aient pas pu recenser son monument historique alors qu'il est inscrit depuis de longues années sur les registres de l'État. Donc là, déjà, c'est déjà une erreur des services de l'État. Oui, alors là-dessus, justement, on va reprendre Bernard Dingrando à la fin de très rapidement, là, qui va nous donner un petit peu le mot de la fin, puisqu'il y a peut-être de l'évolution sur le dossier. Merci, Pascal Pointu, merci beaucoup. Merci pour votre éclairage. Donc on l'a compris, ce serait en fait à considérer plutôt à échelle nationale et non pas en termes de désenclavement régional. Voilà, c'est vraiment pour être relié au reste finalement de la France, de la vallée du Rhône et puis voilà au reste de l'Europe. On l'a compris. Bon, ça fait quand même un agriculteur qui risque de quitter la France, un château en danger. C'est quand même pas évident ce dossier. Merci à tous d'être venus. On va seulement juste reprendre Bernard Dingrando. Bernard Dingrando, puisque suite à votre passage dans Tocsin Média, donc, vous avez eu des nouvelles. Vous avez appelé à l'aide Stéphane Bern. Et alors, vous avez apparemment, Stéphane Bern vous a recontacté. Et donc, vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. Oui, alors d'abord, je m'excuse auprès de l'agriculteur et de monsieur, parce que je n'ai pas son nom, mais de monsieur Pascal Pointu, parce que je n'ai pas participé. Dominique Rougeau, monsieur l'agriculteur. Dominique Rougeau, voilà, bonjour messieurs. Et par contre, je suis peiné par les deux sujets, mais sachant pas plus que ça, je remercie monsieur Pascal Pointu de sa bienveillance, de ce qu'il a dit effectivement au sujet. Merci beaucoup monsieur, parce que c'est la vérité, ce que vous avez dit. Ça, c'est factuel. Quand un bâtiment, il n'est pas inscrit, il est classé monument historique, c'est-à-dire le classement le plus fort, c'est impossible que ça puisse passer au travers des radars.
Donc ça, on a compris l'explication, étant donné que le château était désidentifié, il était baptisé le château du Pastelier, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est comme ça. Ça s'est passé, cette erreur-là. Mais ça, je souhaite absolument aller jusqu'au bout de cette histoire parce que je suis déterminé pour savoir qui est responsable de ça. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, après, effectivement, passage de... Pardon, madame. Excusez-moi de vous couper la parole. Allez-y. C'est seulement qu'avec ce petit problème de son, on a pris un petit peu de retard sur le programme, donc il va falloir qu'on aille droit au but. Voilà, donc on va aller droit au but. Donc effectivement, après Radio Toxin, c'est un de vos auditeurs qui a souhaité poser la question de savoir si j'avais contacté Stéphane Bern. Sinon, j'en aurais même pas parlé. Hein. Et donc du coup, effectivement, oui, j'ai répondu que oui, que Monsieur Stéphane Bern, bien sûr, et on avait écrit un recommandé avec accusé de réception, effectivement. Et en fait, le lendemain, j'ai dit OK, mais s'il appelle, ça sera avec plaisir. Eh ben oui, merci Monsieur Stéphane Bern, parce qu'effectivement le lendemain, et lui, il a téléphoné, il a appelé, tous été surpris, j'étais avec la secrétaire de l'association qui a, je ne le cache pas, a presque fait un malaise, tellement elle n'en revenait pas de voir que ce monsieur a finalement appelé. Eh ben, on espère que ça va porter ses fruits. Est-ce que je récapitule peut-être? Voilà, il va faire des démarches pour nous aider parce que c'est Monsieur Patrimoine sur le plan national. Donc nous sommes contents et nous attendons. On ne va pas l'embêter plus que ça, cet homme. Mais bon, il n'avait jamais reçu notre courrier en réalité. Voilà, c'était ça l'histoire. Bon, et ça c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous entendez ça, les toxinotes qui nous suivent. Vous entendez quand même. Bon, on a Stéphane Bern qui s'est soucié qui vient au secours de Bernard Dingrando, pour le château de Scopon. Bon, alors merci à tous, merci Pascal Pointu pour votre éclairage, merci Dominique Rougeau de nous avoir un peu expliqué votre situation. On espère que ça va s'arranger et que vous n'aurez pas à partir à l'étranger. On a besoin d'agriculteurs en France. La France est un pays de paysans. D'ailleurs, je ne sais pas si, ça ne vous aura pas échappé, mais la France est un des seuls pays au monde dans lequel on a paysage, paysan et pays dans le même mot, et ce n'est pas anodin. On a besoin d'agriculture, c'est aussi une grande partie de notre économie. Merci à tous, merci pour votre témoignage.